L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, Charles-Olivier Aymon, il est préventionniste du service de sécurité incendie et de la sécurité civile de Montmagny. Charles-Olivier, bon matin. Bon matin, Michel. Ça va bien? Oui, très bien. Écoute, avant, parce que moi, je veux qu'on parle d'un formulaire d'auto-inspection en sécurité incendie parce que actuellement, vous vous promenez en ville puis vous allez sonner aux portes pour rencontrer les gens. Oui, bien, dans le fond, c'est que présentement, on fait juste la distribution des formulaires. Puisqu'en hiver, on évite de rentrer chez les gens là, avec les bottes puis tout, c'est plus compliqué. Donc là, présentement, on distribue, puis les gens, ils complètent le formulaire eux-mêmes et ils nous le renvoient par la suite. OK. Le formulaire que j'ai en main, le formulaire d'auto-inspection en sécurité incendie. Je pensais que vous alliez faire l'inspection dans les maisons, parce que normalement, c'est ce que vous faites. Oui, bien là, dans le fond, c'est la phase 2 de notre programme cette année. Donc, il y a des pompiers cet été qui ont effectué du porte-à-porte, effectivement, puis qui ont rentré chez les gens. Mais malheureusement, avec le volume qu'on a à faire, tu sais, les pompiers font ça par leur temps libre, les visites résidentielles. Puis là, cet été, il restait des portes à faire, donc qui n'ont pas pu être faites en rentrant chez les gens. Donc là, on est vraiment à la phase 2, c'est distribuer les formulaires pour que les gens puissent le compléter eux-mêmes et nous le renvoyer. Bon, puis il y a un enveloppe retour aussi? Oui, c'est ça. C'est les mêmes questions que si le pompier allait chez vous. C'est juste que c'est vous qui vous donnez la peine, exemple, d'aller vérifier l'avertisseur de fumée, vérifier la date, le fonctionnement, tout ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites ça? Non, mais dans le fond, cette méthode-là, on a commencé l'année passée avec la pandémie, puisque là, on n'était pas trop certain comment ça allait fonctionner, puis là, on voulait éviter de rentrer chez les gens. Donc, on avait employé cette méthode-là. Il y avait à cause de la pandémie? Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait une portion sur le web que les gens pouvaient compléter le même formulaire web. Puis ensuite, on y allait avec les adresses qui nous restaient à compléter avec l'envoi de formulaires, cette même méthode-là. OK. C'est quoi l'objectif de ce formulaire-là? Bien, dans le fond, le formulaire, l'objectif principal, c'est vraiment l'avertisseur de fumée, puisque dans le cas, les visites résidentielles font partie du programme de vérification des avertisseurs de fumée. Pour faire une histoire courte, c'est un programme qui est obligatoire d'être intégré dans le schéma de couverture de risque. Donc, on sait, l'avertisseur de fumée est l'appareil, l'outil numéro 1 pour permettre de sauver des vies. Donc, ce qu'on veut, c'est que principalement, les gens vérifient leur avertisseur de fumée, le fonctionnement, puis aussi vérifient la date d'expiration, la date de fabrication. L'avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans ou selon la date d'expiration qui a été inscrite sur le boîtier par la compagnie. Donc, on veut vraiment s'assurer que les gens le vérifient, puis s'assurer que la date est conforme pour que ça puisse être sécuritaire. Est-ce que les gens le font? Au début, j'étais sceptique un petit peu, moi aussi, tu sais, de confier la tâche de les vérifier puis tout ça par les gens, parce qu'il y en a qui pourraient avoir peur d'avoir, exemple, des amendes ou peu importe quoi, parce qu'exemple, les avertisseurs sont pas corrects. Puis, fin de compte, c'est l'inverse. J'ai beaucoup de téléphones de gens qui me disent « Ah, moi, il y a plus que 10 ans, qu'est-ce que je devrais faire? Il est-tu encore bon? Il est plus bon? » Sinon, sur les formulaires, c'est inscrit. Tu sais, le mien, c'est un exemple qui est passé date. C'est un 2009, fait qu'il est passé date de 2019. Ils l'écrivent « 2009 va être changé aujourd'hui. » Ils l'écrivent sur sa feuille. Puis, effectivement, de toute façon, dans nos obligations qu'on a, on a un pourcentage de vérification à faire sur les formulaires qu'on reçoit, qu'un pompier va vraiment sur place, on pige au hasard dans le tas des retours qu'on a eus, va vérifier, puis effectivement, la plupart du temps, c'est tout le temps conforme. Les gens ont vraiment écrit qu'est-ce qu'il y en était sur leur formulaire, puis... Mathieu Labrec de Promutuel, qui est notre chroniqueur, oui. Nous parlait maintenant qu'il y a un détecteur de fumée on n'a pas besoin de changer les batteries, les piles. C'est bon pour 10 ans. Est-ce que tu le recommandes, ça? Oui. À toutes les fois que quelqu'un m'appelle ou que j'ai l'occasion d'aller chez les gens pour discuter d'avertisseurs de fumée ou donner des conseils, peu importe, je fais tout le temps la promotion de l'avertisseur 10 ans. Plusieurs avantages, vite de même. L'économie à long terme sur le coût des batteries.
puisque sur 10 ans, à changer les batteries 2 fois par année, on est avantageux. C'est des petites batteries carrées qui sont quand même assez dispendieuses. Ouais, c'est en plein ça. Donc, sur 10 ans, premièrement, on fait une économie. C'est sûr que sur le coup, il faut dépenser plus, mais après, on l'économise. Puis aussi, surtout pour l'avantage, c'est les personnes âgées. Souvent, ils ne veulent pas monter dans des escabeaux, c'est comprenable, pour aller au plafond, changer les avertisseurs de fumée. Donc, il faut qu'ils demandent de la parenté. Là, une fois qu'il est installé là, bien, on a la paix, comme on dit. Puis aussi, les gens qui ont des plafonds qui sont plus hauts, des toits cathédrales, des choses comme ça, bien, commencer à rentrer une échelle dans la maison, aller changer ça. Je suis pas convaincu qu'on fait ça tout le monde 2 fois par année. Donc là, une fois qu'il est installé, bien, on a la paix pour 10 ans. Je trouve ça très bien. Tu es pompier, d'abord? Oui. OK, c'est la base de ton travail. Tu es préventionniste, mais tu es pompier d'abord. En plein ça. Et ce que j'entends encore, Charles-Olivier, en 2022, c'est qu'il y a encore des incendies et il n'y a pas de détecteur de fumée dans la maison. Ben oui, c'est pas surprenant. Pas localement, ce que j'ai entendu, ce sont des incendies qui se sont oui, produits ben, au Québec. Ben, est-ce que c'est encore possible qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, qu'il y a encore des gens qui n'aient pas de détecteur de fumée dans leur résidence? Oui, c'est possible. Moi aussi, je reste tout le temps surpris toutes les années quand on fait le bilan, parce que là, ça, tu sais, les données qu'on reçoit des formulaires ou peu importe, c'est tout comptabilisé. Puis quand on fait du porte-à-porte, là, en moyenne, sur 5 ans, là, on a environ 30, 35, aller jusqu'à 40 % certaines années que les avertisseurs sont non conformes dans les résidences. Quand je dis non conforme, c'est pas juste qu'il n'y en a pas, c'est que la batterie peut être là, mais elle ne fonctionne pas parce que ça fait des années qu'elle est là. Ça peut être l'emplacement qui n'est pas correct. Ça peut être qu'il n'y en a pas. Ça peut être qu'il y a plus que 10 ans. Mais on a 30 à 40 % de non-conformité au niveau des avertisseurs de fumée. Ce qui est quand même énorme quand on pense à toute la publicité depuis plusieurs années, d'aussi loin que je me souvienne. Là. Je ne suis pas très vieux, mais quand j'étais jeune, je sais qu'on entendait parler des avertisseurs de fumée. Mais année après année, on joue dans ces pourcentages-là. OK. Si on parle parce que les gens, probablement, que vous l'avez reçu à la maison. Moi, je l'ai reçu. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai invité Charles-Olivier. Êtes-vous inscrit au CITAM, le système d'alerte de masse de votre municipalité? Oui. Alors, moi, comme si je savais rien, là, OK? On part de zéro. Oui. Parce que je le sais, parce que nous, ici à CMA-TV, on en a parlé de CITAM, pour ça que je connais CITAM, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui doit connaître c'est quoi exactement CITAM? À quoi ça sert? Bien, CITAM, c'est un système qui permet d'alerter les gens en cas de, exemple, c'est plus relié à la sécurité civile, inondation, tornade, bris d'aqueduc majeur, des choses comme ça qui pourraient engendrer un impact chez les citoyens. On parle plus de sécurité civile, donc on ne parle pas d'incendie ou d'accidents, de choses comme ça. Là, on parle vraiment d'événements majeurs qui pourraient impacter une grosse partie de la population. C'est une obligation qui vient des gouvernements aux municipalités d'implanter ce genre de système-là. Les municipalités sont obligées d'avoir un système qui permet d'alerter les citoyens en cas d'événements majeurs. Donc, nous, c'est le système, c'est le nom du produit qui est utilisé. Bon. Moi, ça va bien, j'ai un téléphone cellulaire, je reçois des textos, je reçois des courriels, mais quelqu'un qui n'a pas de cellulaire ou qui ne reçoit pas des textos ou courriels, est-ce que CITAM, c'est bon pour cette personne-là aussi? Oui, CITAM a aussi moyen de contacter via la ligne dure, le téléphone fixe, comme on dit, là. Chez les gens qui n'auraient pas de cellulaire ou de courriel, ça peut être un appel automatisé, vocal, qui va rentrer comme ça. Évidemment, si les gens ne sont pas là, ben, j'ignore les détails si ça laisse un message sur le répondeur, là, mais ils peuvent être contactés comme ça. Ou même pour les gens qui ont le courriel, là, on fait quoi? On appelle à la ville? Comment ça marche? Les gens peuvent taper sur la ville de Montmagny, sur le site, il y a un lien pour aller s'inscrire. Sinon, les gens qui sont moins habiles avec ça peuvent appeler à la réception, puis il y a quelqu'un qui va s'occuper de compléter l'inscription. Votre numéro civique est visible de la rue, point d'interrogation. Oui, important. Pas juste pour les pompiers, parce que souvent, si le feu est pris, on va s'en rendre compte assez vite, mais ça peut être utile pour policiers, ambulanciers ou peu importe. Donc, c'est une obligation d'avoir un numéro civique à la porte. OK. Si une bonne fontaine est présente sur votre terrain, est-elle dégagée de 1 mètre autour et le panneau indicateur est-il visible des deux directions de la rue? Est-ce que c'est la responsabilité
de la personne qui a la borne fontaine sur son terrain ou si c'est vous autres qui avez la charge de déblayer les bornes fontaines? Il y a 2 volets. Pour ce qui est de déblayer, c'est à la charge de la ville, puis c'est un équipement qui lui appartient. Par contre, je tiens quand même à passer le message que si les gens, au moins, en ont une sur leur terrain et ne la déneigent pas, parce que c'est pas nécessairement leur obligation, qu'ils n'en rajoutent pas. On voit des fois des places que la borne fontaine qui est sur le terrain, elle a été dégagée dernièrement, puis la neige d'après est toute ensevelie au complet, puis on voit que c'est de la neige qui a été soufflée ou pelletée. Tu sais, si ton voisin passe au feu, puis on passe 5 minutes à déployer la borne fontaine. Visible, mais là, quand on commence à creuser dans la neige, ça ralentit nos opérations. Donc, si les gens ne la déneigent pas, au moins pour en rajouter, mais évidemment, s'il y en a qui peuvent donner un petit coup de pelle, ça prend 30 secondes, tout le tour, on est bien content. Si votre résidence ou votre logement est accessible via un chemin privé, celui-ci est dégagé et entretenu de façon que s'y rende. On sait que récemment, il y a eu un incendie dans une montée ici, là, oui. Pas très loin de Montmagny, ou même c'est à Montmagny. Oui. Et les pompiers ont eu des problèmes, là. Oui, évidemment. Pour ce qui est de tout ce qui est les montées, bien là, c'est sûr, quand on parle de montée, on pense plus à celle sur le boulevard Taché, mais il n'y a pas juste ça. Il y a plein de maisons, qu'on soit sur Transconté, Chemin du Golfe, peu importe, qu'ils ont une longue portion de route privée entre la voie publique et la résidence. Donc, c'est important de faire un bon déneigement d'une bonne largeur puis que les chemins sont solides pour que les camions puissent se rendre. Est-ce que votre résidence ou votre logement est muni d'un appareil à combustible, bois, huile, propane ou d'un garage ou un accès direct à l'intérieur? Oui. Dans le fond, cette question-là est reliée à l'avertisseur de monoxyde de carbone. Okay. Donc, on sait que tout ce qui est appareil à combustible, que ce soit bois, huile, gaz, puis on parle aussi du garage attaché, c'est qu'il y a déjà eu des événements où l'auto peut être oubliée en marche dans le garage, puis le CO se répand dans la maison, puis là, il se produit des événements malheureux. Encore récemment, il y a quelques jours, il y a 2 personnes qui sont décédées, je me souviens plus de la région, là, mais de monoxyde de carbone dû probablement à un appareil de chauffage ou quelque chose comme ça. Donc, la question, c'est le but d'amener les gens à posséder l'avertisseur de fumée, l'avertisseur de monoxyde de carbone pour ceux qui ont des sources de CO. Ça, c'est pour ceux qui ont un garage ou... Le garage attaché avec un accès à la maison ou tout ce qui est appareil à combustible. Donc, foyer au bois, fournaise à l'huile, foyer au propane dans les salons. C'est assez populaire depuis plusieurs années, là. Donc, tout ce qui brûle quelque chose, autrement dit, nécessite un avertisseur de CO dans la maison. On parlait tout à l'heure de téléavertisseurs qui sont... pas téléavertisseurs, pardon, d'avertisseurs de fumée, là. Oui, qui font 10 ans. Qui font les deux, la fumée et le monoxyde de carbone. Donc, si vous avez acheté un avertisseur et que vous avez un chauffage au bois ou à l'huile ou peu importe, et que vous avez un garage ou... Oui. Bien, c'est ça, comme on disait tantôt, il y a des avertisseurs de fumée qui font 10 ans. Donc, l'idéal, si on a l'appareil de chauffage au bois, à l'huile, peu importe, puis qu'on a besoin de l'avertisseur de fumée aussi, bien, on peut prendre celui qui fait les deux. Et en plus, il vient avec la batterie 10 ans aussi qui existe. Donc, c'est le meilleur des mondes. C'est plus cher. Mais on économise à long terme. Ça revient moins cher tout de même que d'acheter 2 appareils, puis changer les batteries de 2 appareils aussi. Possédez-vous un extincteur d'incendie portatif et savez-vous vous en servir? Oui. Ça, c'est toute une question, là. Oui. On peut l'avoir, mais comment ça marche? Oui, ça, on voit ça souvent, des gens qui ont l'extincteur. Ah, il n'y a pas de problème, moi, il est là. Ils ont l'extincteur, puis fin de compte, en parlant un petit peu avec, puis ils disent, ouais, fin de compte, comment ça marche réellement? Mais honnêtement, Charles-Olivier, moi, je ne suis jamais servi de ça, là. Non, bien, tant mieux. Premier, là. Tant mieux. Oui, c'est sûr. Mais, justement, c'est pas un outil qu'on se sert régulièrement. Qui peut nous donner une formation? Est-ce que... Ben, c'est bien compliqué à faire fonctionner, ça? Non, c'est très simple. On fait juste tirer la goupille, puis le... Ben, en gros, oui, il y a 3 étapes principales qu'on peut dire, là. C'est, évidemment, regarder l'indicateur dessus s'il est chargé. En deuxième étape, on tire sur la goupille pour pouvoir libérer la clenche qui va permettre d'évacuer la poudre. Puis en troisième, bien, on vise la base du feu, on pèse sa clenche, puis on asperge les flammes. On part tout le temps d'un petit peu plus loin, puis on se rapproche. C'est très simple, c'est vite comme ça, mais l'idéal, c'est quand on achète un extincteur, c'est vraiment de prendre le temps de lire les instructions, ce que
je le dis moi aussi, quand on achète quelque chose, on ne lit pas nécessairement. Mais là, il faudrait se donner la peine de lire les instructions pour vraiment comprendre le fonctionnement. Puis c'est très simple, c'est simple d'utilisation. Sinon, à cette heure, il y a les aérosols en mousse. Comme une canette de spray net, c'est aussi simple. On enlève le bouchon, on pèse dessus, il sort une mousse. Moi, je la conseille beaucoup pour les gens en appartement ou dans les résidences, puisque ça fait moins de dégâts qu'à poudre. Est-ce que vous remisez à l'intérieur une ou des bouteilles de propane de 20 livres ou plus? Plusieurs le font, hein? Oui. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Du fait que s'il y a un incendie, bien, ça peut considérablement augmenter l'ampleur du feu. Puis aussi, c'est dangereux pour nous, les pompiers, puisqu'une bouteille de propane qui se fait chauffer peut finir par exploser. Donc là, le risque est important à ce niveau-là. Donc, on veut éviter que les gens entreposent ça dans la maison. L'idéal, c'est à l'extérieur de la maison, exemple, à côté du cabanon ou en dessous du deck de piscine ou peu importe quoi, mais pas à l'intérieur. Le ramonage de cheminée, on le dira jamais assez, hein? Oui. Puis malheureusement, c'est un problème dans la région, dans le sens que, pas dans le sens qu'on a beaucoup de feux de cheminée, c'est très bien même pour le nombre d'habitants. Par contre, on n'a pas de ramoneurs certifiés qui sont enregistrés, exemple, à l'Association des ramoneurs, puis l'Association de chauffage au bois. J'ai beaucoup d'appels de gens qui disent « Oui, mais avec qui je fais affaire? » Malheureusement, j'ai pas de nom à leur donner. Dans la région immédiate, il n'y a rien. Sinon, les gens peuvent se procurer l'équipement nécessaire dans les quincailleries. Ça se vend partout. Mais l'important, c'est de le faire, même s'ils le font eux-mêmes, puis c'est pas parfait, c'est de faire au moins la cheminée, le tuyau, la base pour enlever l'excédent de suie dans les tuyaux. Vous demandez une photo? Oui. Une photo de quoi? Dans le fond, dans la lettre, on explique que soit le formulaire peut être retourné avec l'enveloppe retour qui est fournie. Sinon, les gens qui sont plus à l'aise avec cellulaire, appareil photo, les courriels, peuvent prendre une photo du formulaire une fois qu'il est complété, donc recto, verso, puis ils joignent les photos à l'adresse courriel qui est indiquée, puis on le reçoit comme ça. C'est tout aussi valide. Nous, les données vont être compilées de la même façon que si on l'avait papier. On a combien de temps pour le retourner? C'est sûr, une fois que les gens le reçoivent, le plus rapidement possible, mais l'idéal, nous autres, il faut avoir fini de compiler nos données pour la fin mars. Donc, mais si ça rentre après, c'est pas bien grave, c'est juste qu'après ça, nous autres, on commence à rentrer tout ça dans le système, puis une fois que tout est rentré, bien, on ferme le dossier, si on veut, pour l'année en cours, puis après ça, on commence la nouvelle année, donc... Est-ce que c'est tout le monde à Montmagny qui va recevoir ça? Non, comme tous les ans, les visites résidentielles, on a 5 ans pour faire le tour de la ville. Donc, les gens qui le reçoivent présentement font partie du 1/5 des rues qui ont été divisées pour cette année. OK. Et votre 5 ans finit quand? Ben, c'est éternel, dans le fond. Là. ça recommence Quand on finit le 5 ans, on commence l'autre d'après, puis c'est une obligation de faire les visites résidentielles selon le schéma. Puis nous, ben, plutôt que de clencher tout en une année, puis prendre 4 ans de lousse, puis recommencer, le volume est trop important. Fait qu'on divise en 5, puis on y va continuellement. Merci beaucoup. Ça a répondu beaucoup à nos interrogations. Donc, c'est important. Vous avez probablement reçu. Là. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez composer le 248-3362 et vous allez avoir le poste de Charles-Olivier là, en passant par la ville de Montmagny. Oui. Merci beaucoup, Charles-Olivier. Ça fait plaisir. Charles-Olivier Aymon, qui est préventionniste du service de sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny. Ça complète dans quelques instants. On poursuit avec les grands titres de l'actualité. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.